Non, je n'ai pas assisté à la réunion. Donc, ce plan n'a jamais existé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dans ces conditions, vous, Colonel Pivi, est-ce que pensez-vous avoir un rapport quelconque avec les faits qu'on vous reproche, à savoir le meurtre, le viol, l'assassinat, la séquestration, l'enlèvement, incendie, complicité de ces infractions-là? Une kyrielle d'infractions. Est-ce que mon colonel, vous avez un rapport quelconque avec ces faits? Non. Bien. On vous a dit que oui, bon, mon colonel, vous êtes en train de vous contredire. Mais en réalité, est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Ce que je ne connais pas, je ne peux pas parler de ça devant le tribunal. Bien. Lorsque un procès verbal, tel celui de la gendarmerie, qui comporte des déclarations que vous ne connaissez pas, est-ce votre droit de dire au président du tribunal que ces déclarations, c'est pas moi qui les faites? Oui ou non, c'est votre droit? Bien sûr. Bien. Merci, M. le Président. Oui. Monsieur le Président, honorable assesseur, merci de me permettre de poser quelques questions au colonel Claude Pivi. Colonel? Oui. Je veux parler avec vous de 6 choses essentiellement. La première chose, je veux qu'on parle de la prise du pouvoir. La deuxième chose, je veux qu'on parle de M. Claude Pivi en tant que soldat, le soldat Pivi et le ministre Pivi. La troisième chose, je veux qu'on parle du commandant Abou Bakar Diakité, alias Toumba. La quatrième chose, je veux qu'on parle des questions qui ont été posées et qui sont directement en rapport avec le président Dadis. Ce n'était pas pour vous, même pour lui. Je veux qu'on parle du complot contre Dadis. Et enfin, je veux qu'on dise devant ce tribunal à qui a profité ce complot. Je reviens sur le premier point, la prise de pouvoir. Je voudrais qu'on en discute en détail. Dites-nous comment le pouvoir a été pris, comment les choses ont évolué jusqu'à ce que le président Dadis soit désigné comme le président. Je veux qu'on en parle en détail. Et je souhaite vraiment que vous donniez les vraies informations à ce tribunal pour éviter toute dissipation, toute confusion plutôt. La question? Comment vous avez pris le pouvoir? Quels sont les rôles qui ont été joués par M. Claude Pivi, par les uns et les autres? Bon, si je veux parler de la prise de pouvoir, ce pouvoir, c'est depuis très longtemps, nous on avait siégé là-dessus de s'organiser à ce que, au décès, parce que, paix à son âme, le journal L'Assemblée Comté était déjà fatigué, auquel
souvent, on se disait que bon, le jour où il sera mort, quand Dieu va l'appeler, le jour où il sera mort, le pouvoir, il faudrait qu'on le prenne. Mais, comme ce temps-là, c'est moi qui étais quand même le porte-parole de l'armée, donc toutes les équipes tournaient autour de moi pour pouvoir être renseignées des événements. Et dès que le président est mort la nuit, je fus être informé par la garde rapprochée même qui était au niveau du palais. Ils m'ont informé. Et moi aussitôt, j'ai informé le président d'Addis, parce que nous étions ensemble la nuit là. Je lui ai dit, bon, frère, il faut rentrer chez vous. Moi, je rentre au camp. Je vais essayer d'aller au camp pour organiser la situation qui est arrivée. C'est comme ça, il est allé, il était avec paix à son âme, Kelly, qui est son ami. Moi, je suis rentré au camp. Aussitôt, il y a eu le général Toto qui est venu. Et certains généraux sont venus encore me trouver là-bas, tel que le général Doumbouya, tous la Grandé. Un peu plus tard, on s'est déplacé, on est allé vers Bata. J'ai essayé de parler à les commandos qui étaient à Bata là-bas. Même le ministre de la Défense n'était même pas en place. C'est à partir de là-bas que je les ai demandé de l'appeler en tant que chef de bataillon qu'il vienne pour qu'on va essayer de siéger sur là-dessus. Alors, un peu comme ça, on s'est convenu la nuit. Et moi, j'ai dit au président d'Addis, j'ai dit que vous ne pouvez que vous présenter demain à 13h. À 13h, vous devez vous présenter. Tout va terminer à partir de 13h. Nous, on va mettre tous les points et on vous tiendra compte comment on va vous donner le pouvoir. Et quand la journée a été arrivée, ça trouvait que tout le camp était maintenant sous mon contrôle. Le camp était sous mon contrôle, où j'ai essayé de faire des groupes de bataillon char, de bata, ainsi de suite. J'ai dit, c'est moi-même qui ai dit au journal Sekouba, j'ai dit, vous n'avez rien à voir là-dedans, chacun doit nous suivre. Nous avons les derniers mots. Paix à son âme, mon ami qui est Issa Konaté. On a beaucoup siégé là-dessus. Et là, quand le moment arrivé, tout le camp était rempli. On s'est demandé de rentrer au bureau du général Sekouba pour qu'on va se donner les derniers mots. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans son bureau. J'ai demandé que 3 personnes, plus ou moins 4. Donc, il y avait moi, il y avait Père son âme Issa, il y avait le général Sekouba et le président d'Addis. Nous étions au nombre de 4. Ils sont là. Vous pouvez demander aussi certains militaires derrière moi. Tout s'est passé au camp Alpha à vue d'œil de tout le monde. Donc, il y a Konaté, il y a Père à son âme Issa, qui a pris la parole. Il dit, bon, voilà, maintenant, là où nous sommes, il s'agit maintenant de faire la désignation de celui qui va être le chef de l'État pour la transition, pour être le président du pays. J'ai dit non. Il a dit, bon, c'est Sekouba qui doit être le président. Moi, j'ai tapé la porte, la table, j'ai dit non, tu ne dois pas dire ça. Très longtemps, nous, on a jugé nécessaire que le jour où Dieu va nous donner le pouvoir là, on va donner au capitaine d'Addis. Parce qu'il nous a donné beaucoup de conseils très longtemps. Et c'est comme ça, ce pouvoir a été pu donner au capitaine d'Addis. Donc, j'ai demandé à Sekouba que vous devez être le ministre de la Défense auprès de votre camarade. Lui, il va être le président. Nous devons être des ministres autour de vous. Un peu comme ça, c'est comme ça. De là-bas, on est sorti. On est allé maintenant au bataillon du camp Fer, là où on a organisé maintenant les autres officiers supérieurs pour pouvoir organiser ce qu'on appelle le CNDD, c'est-à-dire les membres du CNDD, c'est-à-dire le général Toto, ainsi de suite. On les a dit d'organiser ça et quelques minutes. Moi-même, qui est Claude Pivis, c'est moi-même qui étais à la porte. Vous pouvez demander les officiers supérieurs qui étaient le temps là, au camp Fer là-bas.
Il n'y avait pas, même un sergent ne pouvait pas rentrer là-bas, ni même un lieutenant. Non. Ce n'est que des officiers supérieurs que j'ai permis de siéger, de faire la liste. Et à un certain moment, j'ai demandé que bon, ça suffit. J'ai demandé au capitaine, j'ai dit, vous pouvez vous lever, vous et le général Sekouba, vous allez descendre. Le temps est arrivé maintenant, on va essayer de vous présenter devant les militaires, comme quoi vous êtes le chef de l'État, et on va aller à la radio pour vous présenter. C'est comme ça a été fait. Si je vous comprends bien, ça veut dire que vous êtes celui qui a informé pour la première fois M. Dadis Camara du décès du président Lansana Conté. Bien sûr, moi je l'ai informé à table. Ça veut dire que c'est une contre-vérité lorsque M. Toumba dit que c'est lui qui a murmuré à l'oreille du président Dadis. Et là, a été le premier à informer ce dernier du décès de feu général Lansana Conté. C'est bien cela? Moi, je ne peux même pas confirmer ce dernier, parce que le temps là, lui, comment il pouvait aller? Il n'était même pas en contact avec la présidence. C'est moi qui avais en contact avec la présidence. Parfait. Parfait. Vous savez pourquoi je tiens à ce qu'on en parle et on va en parler? Je suis venu de l'aéroport ce matin pour ici. J'ai beaucoup de photos qui ont été prises directement ce même jour-là. Je ne sais pas, avec la permission de Monsieur le Président, je peux lui montrer ces photos, Monsieur le Président. Les photos sont... Nous allons les imprimer sur la prise du pouvoir, le même jour même. Où sont les photos? Je les ai là. Vous pouvez les imprimer, après vous les enverrez pour lui montrer. Promis, Monsieur le Président, ce sera fait. Mais est-ce que quand même vous vous rappelez de la salle qu'on appelle amphithéâtre au camp Alpha Yaya? La salle? La salle est dénommée amphithéâtre. Bon, moi, la salle, le bureau de Sekouba, général Sekouba, et le grand bureau au bataillon. Je parle de ce grand bureau-là. Oui, bien sûr. Où vous avez dit que vous étiez devant, où vous êtes effectivement devant. Oui. Ce jour-là. C'est moi-même qui les ai ordonnés, j'ai dit de me suivre. Ils doivent me suivre, maintenant on sort pour aller maintenant. J'ai toutes les photos prises le même jour. Mais nulle part, j'ai vu la photo de M. Aboubakar Diakité. Est-ce que cela remet en cause le fait qu'ils disent qu'il a été essentiel dans le rôle joué pendant la prise de pouvoir? Moi, c'est devant le barreau ici que moi, j'ai entendu parler que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, alors que tout s'est passé devant les militaires guinéens. Les militaires guinéens en ont témoin. C'est parfait. Monsieur Aboubakar Diakité a dit, juste par rapport à cette prise de pouvoir, que le militaire guinéen le plus armé à l'époque était le général Sekouba. Et lui, il était le patron du Bata, c'est bien cela? Il était le chef de bataillon du Bata. Est-ce que si vous n'étiez pas aussi essentiel, aussi fort, vous pouviez prendre le pouvoir au camp Alpha Yaya en présence du militaire le plus armé et le plus craint? Est-ce que c'était possible si vous n'aviez pas été là? D'abord, avant que le général Sekouba rentre à Kanfaya, c'est moi qui l'a donné l'ouverture parce que j'étais le porte-parole. Quand il a quitté Massanta, c'est moi-même qui a ordonné le camp d'ouvrir le camp pour qu'il rentre. Malgré le fait qu'il soit le patron de ce camp, il a fallu vous pour qu'il rentre au camp. Le bataillon était sous mon contrôle. C'est bien ça? Bien sûr. Le bataillon était donc sous votre contrôle. Tout le camp était sous mon contrôle. Est-ce que vous confirmez que le général Sekouba lui-même voulait le pouvoir? Si le général Sekouba voulait le pouvoir. Bon, moi, je ne peux pas savoir s'il voulait le pouvoir, mais il ne pouvait pas prendre le temps là, devant nous. De toutes les façons, il ne pouvait pas le prendre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous confirmez aussi que le général Toto voulait aussi le pouvoir? Bon, chacun de ceux-ci là, ils voulaient le pouvoir, parce que peut-être ce sont des officiers supérieurs, mais ils ne se sont pas manifestés. Toujours ce jour-là, je voudrais que vous disiez publiquement qui avait humilié le général Toto. Est-ce que Marcel? Est-ce que M. Diakité?
Ce jour-là, personne n'a humilié le général Toto. Ce jour-là, Ce jour-là, vous personne. l'avez humilié. Personne. Parfait. Si je vous comprends bien, donc, la décision de la prise de pouvoir a été prise entre vous, Monsieur Claude Pivy, Feu Issa, Général Sekouba Konaté et le président Dadis Camara. Merci. Monsieur Aboubakar n'était même pas là. On ne le voyait même pas là-bas, le temps là. Faut pas... Mais- On nous fait comprendre qu'il est allé détruire plusieurs postes de résistance. On est même allé jusqu'à penser qu'il était extraterrestre et qu'il avait juste pris sur lui un corps humain. Vous pensez que lui seul, à cette époque-là, pouvait bien mettre ou prendre 3 camps en même temps? On a fait appel à tous les camps de se rendre au camp Alpha tranquillement et chacun s'est rendu tranquillement au camp. Donc tous les responsables des différents camps étaient déjà au camp Alpha Yaya. Absolument. Donc il n'y avait pas de raison qu'un autre quitte pour aller dans un autre camp. Non. Vous savez, je vous crois. Vous savez pourquoi? Parce que si ça n'avait pas été le cas, la prise du pouvoir n'aurait pas été sans effusion de sang. Si des camps s'étaient levés contre vous, on aurait eu du sang en Guinée. Est-ce que vous pouvez au moins le dire, même si tout le monde le sait, qu'en 2008, le président Dadis a pris le pouvoir sans effusion de sang? Effectivement, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Même le bataillon char, même le camp Alpha que on parle, chacun s'est rendu tranquillement. Et depuis le temps là, vous pouvez demander les militaires du bataillon char, leur chef, c'est eux-mêmes qui étaient dans les commissions. Ils étaient dans les commissions aussi. Alors, si on vous comprend bien, par rapport à la prise de pouvoir, si le président Dadis devrait rester redevable à quelqu'un, c'est bien à l'armée, pas à un individu bien déterminé. Bien sûr, à l'armée. Bien sûr. Si l'armée n'avait pas voulu, grâce à vous, il ne serait pas devenu président. Bien sûr. On va aller au deuxième point. Je veux qu'on parle de M. Claude Pivy. Naturellement, ce qui n'a pas été déjà dit. D'abord, le soldat et le ministre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas dit devant ce tribunal vous concernant? Bon. L'homme que vous êtes. On en a parlé d'autres ici, devant ce tribunal. D'autres choses que vous avez fait pour le bien de notre pays. D'abord, j'ai bien dit que dans ce pays, même l'agitation entre les races au niveau de Zérekoré, quand il y a eu des problèmes là-bas, Oui. c'est moi et le colonel Tebro qui a fait le déplacement ici, où nous nous sommes rendus à Zérekoré, où il y a eu plus de 200 et quelques morts. Et nous avons tiré les recherches et on a mis la paix et on a essayé de donner la main entre les citoyens de Zérekoré. Tout le monde est devenu même famille. On a fait ça plus de 8 mois, on est basé à Zérekoré, moi et le colonel Tebro. Est-ce qu'une personne capable de piller de pauvres populations peut bien se permettre d'accomplir un tel acte républicain? On ne peut pas. Si on n'a pas aidé ce peuple-là, on ne peut pas le détruire. Parfait. Dites-moi, vous avez servi, je vais revenir sur certaines choses par rapport aux soldats que vous êtes. Vous avez servi le régime du feu président Lansana Conté, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, le pouvoir de Conté allait vaciller si vous n'aviez pas été là? D'abord, j'ai bien dit que d'abord,
tout le monde en sait, en ville ici, je vais toujours le respect du président en tant que père. Sinon, il y avait un temps qui est arrivé, j'ai commencé d'abord lorsque le palais a été attaqué, ils ont envoyé... En quelle année? Allez-y. Oh, bon. C'était en 96, non? Non, je crois le 2 ou 3. Allez-y. Le 2 ou 3 février. Ok. Quand il y a eu l'attaque au niveau du palais, la fois passée, il y a un des doyens qui a parlé de Wawaran. Donc, quand ça a été fait comme ça, ils ont pris le président envoyé au camp Al-Faya. C'est moi encore qui ai été l'auteur pour sauver le journal Conté là-bas, au niveau du camp Al-Faya. Ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a été arrêté, il était au camp Al-Faya, il a fait quelques jours. Alors, il s'agissait d'aller le terminer au niveau de l'hygiène militaire. Donc, le matin, tous les officiers supérieurs ont fait le rassemblement devant le drapeau du camp Al-Faya, où il y avait les Gbago Zoumangui, les Vamra Oulari, ainsi de suite. Moi, en tant que caporal-chef, je suis allé à Bata, j'ai organisé au moins 5 de nos hommes. J'ai dit, on ne peut pas rester ici, ils vont essayer de faire du mal à notre président parce que c'est à son temps que nous, on a été recrutés dans l'armée. Allons-y, on va essayer de crier fort au niveau du bataillon et on va essayer de dégager. C'est comme ça on a été pour crier au niveau du bataillon et on a dégagé tout ce qui avait déjà préparé contre le général Conté. On l'a demandé de venir au drapeau, de s'adresser à nous, les militaires, et on est prêt à le défendre, et on l'a défendu, et je l'ai pris, je l'ai confié dans un lance-grisaire de l'hôpital, j'ai dit accompagne le président au BKG. À ce moment-là, vous n'étiez que caporal-chef, hein? J'étais qu'un caporal-chef. Est-ce que là n'est pas l'expression d'une loyauté vis-à-vis de celui-là qui était le premier magistrat du pays, ou le commandant en chef des forces armées? En le faisant, vous vouliez indiquer à toute l'armée que vous êtes loyal, n'est-ce pas? Ça, c'était mon premier devoir loyal. Est-ce que c'est le seul devoir accompli vis-à-vis de feu général Lansana Conté? J'ai dit bien le 2 ou 3 après. Ça, c'était le premier acte. Deuxième acte, c'est lorsque j'ai été désigné en l'an 2000, je crois 6 ou l'an 2007. Bon. Quand j'étais désigné comme porte-parole de l'armée, ça faisait le deuxième, où encore l'armée a eu confiance en moi de me désigner comme porte-parole. Et ce jour-là, j'étais avec l'armée. Mais j'étais en tête du mouvement. On est venu plus d'une semaine pour pouvoir franchir le pont 8 novembre. C'est quand j'ai décidé, j'ai dit demain, je vais franchir ce pont-là, quelle que soit l'arme. Et j'ai franchi le pont 8 novembre devant tout le monde avec des milliers de tirs qu'ils ont fait. Tous les militaires de ce temps-là, je les ai laissés à quelques 100 mètres. Je dis, laissez-moi seul, je vais aller jusqu'à là où ils sont assis derrière le pont 8 novembre. S'ils veulent, je vais leur montrer des exemplaires. Je suis venu, ils ont tiré sur moi fatigué, moi je suis venu. Finalement, j'ai fait appel à mes hommes. Moi, je les ai désarmés, ceux qui étaient là-bas. J'ai pris certaines de leurs armes. Et les restes, ils ont replié. C'est-à-dire, quand on dit replié, ils ont fui, ils ont allé vers le BKG pour aller dire au président que l'adjudant-chef, parce que à l'époque, j'étais adjudant-chef, ils disent que l'adjudant-chef n'a pas voulu nous respecter. Donc, il faut qu'ils viennent par là. Je dis, si le président n'est pas assis, moi, je ne respecterai jamais personne. Parlez des faits maintenant, maître. Si, monsieur le président, ça fait partie des faits. Ça ne fait pas partie des faits. Ça fait partie, monsieur le S'il président. vous plaît, revenez sur les faits maintenant. Je suis de la défense, monsieur le président. Revenez sur les faits. On pas veut une montrer, discussion. on veut présenter une autre personne devant vous. Il faut que notre rôle, nous le présentons autrement devant vous. Vous pouvez me retirer la parole
Et là, nous prendrons nos responsabilités en tant que défense, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de jouer mon rôle. Revenez sur les faits, maître, s'il vous plaît. Je ne discute pas avec vous. Monsieur le Président. Revenez sur les faits. Je suis très courtois, je ne discute pas. Vous avez la parole pour les questions. Pourtant, vous le faites. Hein. Revenez, posez des questions. On avance. Monsieur Claude, je dis justement avec des questions d'ailleurs. Après cet acte-là, qu'aviez-vous encore posé comme un autre acte de bravoure? Revenez sur les faits. Monsieur le Président, n'insistez pas. Ça n'intéresse pas le tribunal. Revenez sur les faits. Non, ça intéresse la défense. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas imposer à la défense une stratégie. Ça, vous ne pouvez pas. J'ai suivi ce procès-là du début à la fin. Tout a été dit. Vous ne pouvez pas m'empêcher de ne pas poser mes questions. Monsieur le Président. Personne ne vous empêche de poser des questions, s'il vous plaît. C'est ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole, maître. S'il vous plaît. Allez-y. Ce n'est pas un débat que j'engage entre vous et le tribunal. Ce tribunal a la direction des débats. Ce n'est pas une partie de décider de la direction des débats. Si le tribunal constate que les faits ou la direction prise par une partie n'apportent rien au débat, le tribunal peut bien le cadrer et lui demander de prendre la bonne direction. Et c'est ce que le tribunal est en train de faire. Conformément aux dispositions de l'article, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, vous laissez le tribunal parler. Ça ne va pas, l'article 400 ne vous permet pas d'aller contre les droits de la défense. Vous n'avez pas la parole, maître. Vous continuez dans ce sens, le tribunal sera obligé de vous dire de quitter la salle. Parce que vous n'avez pas la parole. Ça fait partie des pouvoirs du tribunal. Mais encore qu'on aurait compris au moins que le tribunal ne veut pas le respect des droits de la défense. Ça ne gênerait pas. Mais j'ai des questions à poser que je dois poser. Une fois de plus, vous n'avez pas la direction des débats dans cette affaire. Vous n'êtes pas le tribunal. C'est le tribunal qui décide de la direction des débats. Et cette direction-là, c'est des questions qui concernent les faits. Le tribunal vous a laissé poser assez de questions sur la personnalité de l'accusé qui est à la barre. Une fois de plus, si le tribunal vous dit de revenir sur les faits, vous ne devez même pas discuter. Parce que vous êtes en train de partir dans un sens qui n'apporte rien au débat. Ça, c'est au tribunal de décider de ça, de juger de l'opportunité de ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas une stratégie. Ce tribunal ne peut pas donner une stratégie et ne donnera jamais une stratégie à une quelconque partie dans le sens de poser des questions. Et le tribunal ne l'a même pas fait. Tout ce que le tribunal a demandé, c'est de poser des questions qui vont dans le sens des faits. C'est tout ce que le tribunal vous a demandé. Si vous engagez maintenant des débats ou des discussions avec le tribunal, ça devient autre chose. Parce que depuis le début de ce procès, c'est ce que ce tribunal est en train de faire. Toutes les parties qui prennent la parole et qui vont dans un sens qui n'apporte rien au débat, le tribunal est en droit, je le dis encore, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale, que nous connaissons tous, le tribunal est en droit d'arrêter toutes les parties qui se hasarderaient à emprunter un chemin qui n'apporte rien au débat. Vous voulez parler, monsieur le procureur? Vous avez dit l'essentiel. Je voulais juste mettre en exergue le contenu des dispositions de l'article 400. Appeler la défense à se soumettre à l'autorité du tribunal. C'est un pouvoir qui vous est propre. Ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous, nous autres parties au procès. Il faudrait que nous le comprenions comme tel et que conséquemment, quand vous demandez à une partie, fût-elle la partie principale, d'arrêter, celle-là doit absolument arrêter. Ce sont encore une fois des prérogatives qui ne sont uniquement accordées au tribunal et que vous exercez, à notre avis, dans la stricte neutralité. Je vous remercie.
Oui. Monsieur le procureur vient de dire tout à l'heure que la défense serait insoumise au tribunal. Il ne l'a pas dit, maître. Il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? N'engagez pas, une polémique là où ça n'existe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gabi. Oui, maître. Très bien. Et est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Vous savez les faits qui vous sont reprochés? Oui. Avez-vous suivi ici avec tout le monde la lecture de l'ordonnance de renvoi? Oui. Donc, ça veut dire que l'ordonnance de renvoi dont on vous a montré, le but recherché, c'est de porter à votre connaissance les faits qui vous sont reprochés. OK? Ensuite, on vous a montré votre PV tout à l'heure, où vous avez apposé votre signature. Vous l'avez reconnu, non? Oui. Voilà. Est-ce que vous savez que ces faits-là, vous êtes libre de les reconnaître à cette barre ou de ne pas les reconnaître? Oui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Mais, bon, moi je crois que je suis là, c'est pour reconnaître les faits réels, ce que j'ai fait par rapport à ce qu'on me reproche. Oui. Est-ce que vous le savez? Que vous êtes fondé à reconnaître ou à ne pas reconnaître les faits consignés dans ces PV? Oui, d'accord. Voilà, ça c'est votre droit. Donc ces démonstrations-là ne signifient absolument rien. Ensuite, vous vous rappelez, lorsque je vous posais des questions par rapport à la communication des rapports résultant des travaux de votre comité de crise, vous avez dit que vous ne le faites pas parce qu'il existerait la confidentialité. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Très bien. Donc, et si on vous montre des textes, parce que c'est vous qui avez parlé de confidentialité, on vous montre des textes pour vous dire qu'on ne peut pas opposer la confidentialité à la justice. Est-ce que ça, c'est un problème? Cela est-il un problème? Bon, ça dépendra de celui qui me montre ces textes, si c'est des problèmes ou bien si ce n'est pas un problème. Mais je ne réponds pas à cette question. Merci, vous êtes libre, hein? Voilà. Et vous savez, celui qui a favorisé ou qui a créé la commission d'enquête, qui a créé la commission d'enquête nationale? Je ne sais pas celui qui l'a créé, mais je connais celui qui a ordonné la création de cette commission d'enquête. Qui a pris le décret portant création de la commission d'enquête? C'est le président Moussa Dadis. Très bien, c'est de cela qu'on parle. D'accord, il n'avait pas bien saisi. Et est-ce que vous savez que le président Dadis est aussi impliqué que vous, Toumba et tous les autres accusés dans cette affaire? D'accord. Vous le savez ou bien vous ne le savez pas? Je le sais. Voilà. Et est-ce que si c'est lui qui crée la commission d'enquête, cette commission peut être indépendante à son égard? Elle peut l'être? Ah oui, elle peut. Elle peut comme elle peut ne pas l'être. Pourquoi cette commission ne parle pas de lui? Le rapport est là. Pourquoi elle ne parle pas de lui? Ça, c'est pas parce que je n'étais pas membre de la commission. On peut être juge et partie à la fois? C'est possible ça? C'est pas évident. Voilà, donc c'est le cas qui est là. Ensuite, je vais terminer. Vous, en ce qui concerne la commission d'enquête internationale, cette commission d'enquête, qui a sollicité sa création? C'est le président Dadis. Le même président Dadis. Et je vais vous lire un passage de cette commission. Ça a été lu ici par la défense de M. Moussa Dadis Camara. Alors, il s'agit de la page 6. Voilà. Point 19. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de sa mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République guinéenne sur les conclusions préliminaires de ces travaux. Et est-ce qu'une commission dite internationale, dite indépendante, qui devrait avoir un entretien avec un accusé, avec une personne impliquée dans les faits,
autour des conclusions, cette commission-là, elle est-elle crédible? Elle l'est? Bon, maître, là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas juriste. Voilà, vous êtes libre, hein? Oui. Mais de toutes ces commissions créées par M. Dadis, quand on vous dit aujourd'hui que ces commissions-là, ça vient de la défense de M. Dadis, que ces commissions ne sont pas sérieuses, à qui on peut imputer cette responsabilité? À qui? Vous dites, j'ai pas bien saisi. Vous avez suivi la défense de M. Moussa Dadis Camara. Dire que cette commission ne serait pas sérieuse. Si cette commission n'est pas sérieuse, à qui on peut en imputer la responsabilité? À qui? Bon, si quelqu'un vous dit l'avez approuvé, donc vous devez parler. Que cette commission n'est pas sérieuse, alors que c'est le président qui a pris un décret pour constituer cette commission, je crois qu'en ce moment, ils veulent attaquer le président qui a signé le décret. Ça vient de son cas. Hein. Ça veut dire que le président n'a rien fait de sérieux. Merci. Ouais. Des questions. Des questions. Il n'y a pas d'objection. Ça n'existe pas dans la législation guinéenne, objection. Si vous avez des questions, vous aurez le temps de poser des questions encore. Des questions. On continue sur les questions d'abord. Merci, M. le Président. S'il vous plaît, continuez avec les questions. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Juste une seule question. Mon colonel. Oui, maître. Les faits qui vous amènent devant ce tribunal ne sont-ils pas précis ou bien vous êtes à cette barre en qualité de témoin? Moi, je crois que les faits qui m'ont amené ici sont bien précis et consignés dans ce document. Dans l'ordonnance de renvoi. Oui. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse vous poser des questions pour avoir des renseignements ou des informations dont vous n'aviez aucune idée? Franchement, je suis surpris, mais comme je suis obligé de répondre, c'est... Moi, je vous informe que vous n'êtes pas obligé de tout répondre. Ah, d'accord. Bien. C'est votre droit aussi de dire je ne. Il est obligé de tout répondre. Non, voilà, s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame, maître. Il doit répondre. Il y a les réponses. S'il ne veut pas, s'il vous plaît, il peut dire qu'il ne répond pas. C'est une question aussi. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas obligé de tout répondre. Non. Voilà. Donc il faut voir la manière de dire alors, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Hein? Monsieur le ministre. Voilà. Oui, maître. Donc je vais reformuler encore. Si vous n'avez pas de réponse à une question, vous pouvez dire avec beaucoup de courtoisie à la personne que vous n'aviez pas de réponse à sa question parce que vous êtes à cette barre pour des faits précis. Très non, vous n'êtes pas là. Allez-y avec les questions maintenant, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous n'avez même pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorables assesseurs. Docteur. Oui, maître. Juste une question de précision pour satisfaire ma curiosité. Vous partiez de temps en temps au camp Alpha Yaya pour rencontrer le président Dadis au cas où cela s'avérait nécessaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que lors d'une de vos visites au camp Alpha Yaya, vous aviez remarqué la présence de nouvelles recrues qui seraient venues du centre de formation de Kalea sur instruction du président Moussa Dadis Camara? Non, moi, non. J'ai pas constaté ça. Surtout que je ne venais que la nuit, parce que le président Dadis ne travaillait que la nuit. Il ne travaillait que la nuit. Pour finir, est-ce qu'un jour, lors de l'une de vos visites, vous aviez remarqué la présence
de certains gendarmes que vous connaissiez et qui seraient en béret rouge. C'est-à-dire la présence de certains bérets verts et qui seraient là en train de porter des bérets rouges au camp. Maître, si vous venez au camp là-bas vers 22h, 23h, vous voyez le monde, vous ne pourrez même pas faire un discernement. Bon, okay. J'ai pas constaté, je ne cherchais pas à faire la différence entre les gens, à regarder les gens. Moi, je partais juste chez le président, faire signer le document que j'ai à faire signer et puis partir. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diaby. Oui, maître. Alors, tout à l'heure, en répondant à une des questions de la partie civile, on a parlé de M. Yacouba Bari. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que vous connaissez où se trouve le bureau de M. Pivi? M. Claude Pivi. Oui, je connais Claude Pivi. Oui. Non. D'accord. Non. Mais vous avez au moins écouté à cette barre, M. Tigboro dit que son bureau était éloigné de la présidence, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dans ces conditions, M. Bari, qui dit être détenu chez Tigboro, comment peut-il, en même temps, voir des pick-up à cette heure, embarquer des gens pour une destination inconnue, et au même moment, être en cet endroit, voir des pick-up, embarquer des personnes également chez Pivi? Non, là c'est pas possible. Parce que je ne connais pas effectivement le bureau de Pivi, mais je connais l'emplacement du bâtiment. Je ne suis jamais rentré dans le bureau de Tigboro, mais je connais l'emplacement. C'est distant. Dans ces conditions, est-ce qu'une personne qui serait détenue en l'un de ces endroits peut vivre les mêmes événements à la fois? Non. Ne trouvez pas cela contradictoire? Vous dites bien. Ne pensez-vous pas que cela est contradictoire? Oui. Est-ce que cela est possible? Non, je crois que non. Bien. Alors, par rapport au rapport des commissions d'enquête, tant nationales qu'internationales, moi je veux savoir, ces rapports-là, est-ce qu'ils valent jugement? Si ces rapports font... valent des jugements. Maître, là, je n'ai pas bien compris. Ces rapports-là. Voilà, simplifier pour moi. Est-ce que ces rapports-là veulent dire un jugement? Non. Ce pas des jugements. Non. Donc, ça veut dire, une fois ces rapports établis, ils doivent être communiqués à la justice, n'est-ce pas? Oui. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut admettre que le président Dadis Camara n'a pas de pouvoir de détruire ces rapports-là? Autrement dit, est-ce que le président Dadis Camara pourrait détruire ces rapports sans les présenter à la justice? Non. Dans ces conditions, ces rapports, est-ce que ceux qui l'ont établi, ils les lisent ou ils ne les lisent pas? Ces rapports-là, oui. Ceux qui les ont établis, est-ce que ça les engage? Je n'ai pas bien compris. Mais... Est-ce que ces rapports engagent ceux qui les ont faits? C'est ça la question, mais... Tout à fait, Monsieur le Président. Ceux qui ont rédigé ces rapports, oui. Si ça les engage. Oui. Si quelqu'un rédige un rapport, le rapport l'engage. Bien. Dans ces conditions, ces rapports-là, est-ce que ces rapports contiennent des conclusions que le président Dadis Camara aurait tirées, ou ces rapports-là contiennent des conclusions que les auteurs eux-mêmes ont tirées à la suite des enquêtes? C'est les auteurs qui ont tiré des conclusions, je crois. Alors, dans ces conditions, pourquoi peut-on dire que Dadis Camara aurait détruit ces rapports ou aurait modifié les conclusions? Qu'en pensez-vous? Moi, je crois qu'il ne peut pas modifier un rapport qu'il n'a pas rédigé, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas... Bon, c'est au tribunal d'apprécier. Bien. Alors, M. Diaby. Oui, maître. Je veux savoir, est-ce qu'un parent des victimes a porté plainte contre vous au motif que vous aurez détourné un corps? Non. Parce qu'on vous pose des questions de savoir, oui, M. Diaby, pourquoi vous n'étiez pas à l'hôpital pour voir des malades,
pourquoi tel corps, on l'a subtilisé, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous n'avez pas vécu? Non. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Non. Bien. Alors, moi je me demande, ce jour-là, si vous étiez comporté en médecin clinicien, en vous soutient aux médecins pour soigner les malades ce jour-là, est-ce qu'on n'aurait pas dit encore ce jour aujourd'hui que c'est vous qui avez tué ces malades? Oui, mais ces jours-là, j'étais dans mon manteau de ministre. Je n'étais pas dans mon manteau de médecin. Justement, monsieur Diaby. Oui. Vous étiez ministre à l'époque des faits, n'est-ce pas? Oui. Vous avez déclaré avoir pris des précautions pour que ces malades soient soignés. Oui. Bien. Mais en dépit de ces conditions réunies, on dit que vous avez donné des coups de pied aux malades, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, si vous-même avez pris votre manteau de médecin pour mettre à les opérer un à un, ou à leur donner des soins ce jour-là, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne dirait pas que monsieur le ministre a ôté son manteau de ministre, s'est transformé en médecin et a tué les malades? Ah oui. Oui. Il l'aurait dit. Bien. Ne pensez-vous pas que ce jour-là, en restant uniquement ministre de la Santé, pour donner des directives, que vous avez pris la meilleure solution qu'il fallait en la matière? Autrement dit, est-ce que ce jour-là, en restant ministre de la Santé, oui. En vous comportant comme tel, les actes que vous avez posés, ces actes-là, étaient-ils ceux qui vont être posés ou pas? Oui. Bien. Alors, on a tendance à profiter de votre passage pour attribuer des faits au président Dadis Camara. Est-ce qu'il n'est pas dans la salle lui-même? Si, il est dans la salle. Bien. On a posé la question de savoir ce gouvernement, s'il était sérieux. Mais est-ce qu'on est là aujourd'hui pour juger des actes de gouvernement ou pour juger des faits qui seraient commis le 28 septembre 2009? Nous sommes ici pas pour juger le gouvernement, mais pour ces actes qui ont été commis le 28 septembre. Ne pensez-vous pas qu'à travers ces questions-là, on est en train de chercher, comme on l'a dit mon confrère, des poux sur un crâne rasé? Bien. Alors, monsieur Diaby, en tant que ministre de la Santé, à l'époque des faits, pensez-vous que le gouvernement d'alors avait pris toutes les mesures qu'il fallait en la matière? Oui. Bien. Pensez-vous que chacun en ce qui le concerne, et vous, ministre de la Santé, et le président de la République, ont eu à poser des actes utiles par rapport aux victimes? Oui. Bien. Et dans un État comme le nôtre, lorsque des infractions sont commises, supposons ce jour-là, par rapport aux faits, est-ce qu'il vous appartient en tant que ministre de la Santé d'engager des poursuites contre les uns et les autres? Non. À qui remet ce rôle? Le ministère de la Justice, je crois. Bien. Concernant votre parcours, oui. Est-ce que ce parcours-là met en évidence un quelconque manquement par rapport aux faits? Non. Le fait de revenir sur Conakry, aller à Donka, est-ce là constitutif d'infraction? Je crois que c'est positif et c'est ce que je devais faire. Bien. Concernant les corps, on a dit qu'au camp Samori Touré, le général Tortor Camara aurait déclaré avoir vu des corps. Mais si vous dites que vous n'avez pas vu ces corps, est-ce que vous dites la vérité? J'ai dit la vérité. Moi, je n'ai pas vu de corps, maître. Bien. Et les corps qui étaient à Donka, on vous a dit qu'il y a un manquant entre les corps qui étaient à la morgue et les corps qui auraient été restitués. Est-ce qu'un rapport vous a été présenté par rapport à cette différence-là? Non.
Autrement dit, est-ce que les corps qui ont été restitués à Donka, la commission de restitution vous a présenté un rapport? Non. Bien. Non. Dans ces conditions, en disant à ce tribunal que suivant les rapports qui vous ont été communiqués, il n'y avait que 51 et 57 corps, cela est-il vrai ou faux? Bon, moi, je n'ai pas vu, la commission de restitution ne m'a pas fourni un rapport qui a énuméré cette différence. Bien. Donc, en substance, M. Diaby, moi, je veux savoir, suivant les faits tels que décrits à la base de ce tribunal, est-ce que le président Dadis Camara, au moment des faits, a posé un acte quelconque qui soit contraire à la prise en charge des victimes? Par rapport à la prise en charge des victimes, non. Non. Merci, M. le Président. Bon, s'il y a beaucoup d'autres questions, on sera obligé de s'arrêter là pour continuer demain. Monsieur le Président, juste deux questions, avec votre permission. C'est ce que je dis, on sera obligé de continuer demain pour des mesures sécuritaires. Voilà. D'accord, donc vous pouvez renvoyer.